À première vue, les réactions chimiques semblent se résumer à savoir quelles molécules réagissent avec quelles autres. Mais ça ne nous dit pas fondamentalement pourquoi c'est le cas. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de la chimie théorique, parler d'espace énergétique abstrait, voir en quoi l'entropie a son mot à dire pour tenter de comprendre quels sont les moteurs des réactions chimiques. On continue donc aujourd'hui dans le domaine de la chimie pour s'attarder sur un principe fondamental énoncé au cours des années 1870 par un physicien et chimiste dont on parlera un peu plus tard. Pourquoi certaines réactions chimiques se produisent, pourquoi dans un sens plutôt que dans un autre, ce sont les questions qui nous intéressent dans l'épisode d'aujourd'hui. Le premier moteur des réactions chimiques réside dans la tendance des structures à aller vers leur état d'énergie potentielle minimale. Si vous considérez par exemple une balle en haut d'une colline, on comprend bien que celle-ci aura tendance à la dévaler pour atteindre le point le plus bas et y rester. Elle se trouvait initialement dans un état de haute énergie potentielle, ici d'énergie potentielle de pesanteur, et elle a atteint spontanément un état de plus basse énergie potentielle. Pour les molécules, c'est la même logique. Certaines possèdent une haute énergie potentielle, ici une énergie chimique interne, essentiellement dans les liaisons entre atomes, et ces atomes ont tendance à vouloir se réarranger en molécules avec moins d'énergie potentielle et y rester. Ici, l'espace qui est exploré par ces réarrangements n'est pas l'espace des positions, comme dans le cas de notre balle, mais un espace plus abstrait, celui des configurations possibles des atomes. Lorsqu'on considère un ensemble d'atomes, il y a de nombreuses manières de les agencer dans l'espace les uns par rapport aux autres, et certains de ces agencements correspondent à des molécules bien précises. Cet espace abstrait de configuration des atomes est un espace continu à de nombreuses dimensions, étant donné que pour chaque atome, on a au minimum 3 degrés de liberté pour décider de sa position. On va représenter ici cet espace abstrait sur une seule dimension, un seul axe pour simplifier. En ordonnée, on va représenter l'énergie potentielle totale de nos différents agencements possibles. Il n'est évidemment pas question ici d'énergie potentielle de pesanteur, mais de l'énergie potentielle conséquence des forces que nos atomes exercent les uns sur les autres. Comme on l'a dit, certaines de ces configurations correspondent à des molécules et sur ce paysage de l'énergie potentielle, ceci se traduit par des minimums locaux étant donné que les molécules sont des structures dotées d'une certaine stabilité. Locaux, mais pas globaux. Certaines molécules ont davantage d'énergie potentielle, d'énergie interne que d'autres, comme c'est le cas ici entre le cyclopropane et le propène, deux molécules distinctes composées pourtant des mêmes atomes, 3 atomes de carbone et 6 atomes d'hydrogène. C'est sur ce paysage abstrait que les structures ont tendance à vouloir atteindre des états d'énergie potentielle plus basses. Sous certaines conditions, les molécules de cyclopropane se transforment en molécules de propène, mues par le même principe sous-jacent que celui qui amène une balle à dévaler une colline. Ce premier moteur des réactions chimiques nous dit donc que les structures, ici les molécules, ont tendance à libérer l'énergie qu'elles contiennent pour atteindre des formes où celle-ci est plus faible. Dans notre analogie mécanique, lorsque notre balle perd spontanément son énergie potentielle, elle gagne de l'énergie cinétique. Sa vitesse augmente au fur et à mesure qu'elle dévale la pente. Ce qui peut être mis en correspondance avec ceci dans le cas chimique, c'est l'augmentation de l'énergie cinétique des molécules, donc de la température. Ainsi, si ce principe consistant à tomber dans les puits d'énergie potentielle était le seul moteur des réactions chimiques, elles auraient toutes tendance à libérer de l'énergie dans l'environnement sous forme de chaleur, elles seraient toutes exothermiques. Cependant, il existe des réactions qui font l'inverse, qui prennent de l'énergie à l'environnement tout en restant parfaitement spontanées. Voici un exemple particulièrement extrême de réaction endothermique entre de l'hydroxyde de barium et du chlorure d'ammonium. On place initialement le récipient expérimental sur un support sur lequel a été déposé un peu d'eau. La température initiale est ici d'un peu plus de 23 degrés. On mélange ensuite les deux réactifs. En l'espace d'une minute, la température descend en dessous de -11 degrés et l'expérience s'achève avec cette démonstration spectaculaire. Le support est maintenant solidaire du récipient, la faible quantité d'eau initialement déposée a été littéralement congelée par la réaction. Mais comment une telle réaction est possible ? Qu'est-ce qui permet à une réaction clairement spontanée de suivre un principe qui semble inverse à celui qu'on a précédemment évoqué, où les molécules devraient atteindre une énergie potentielle plus basse et ce faisant en rendre à l'environnement et non en prendre ?
La réponse à cette question va commencer par le constat qu'en chimie, on peut réfléchir à des échelles différentes, soit au niveau des molécules individuelles, soit au niveau des populations de molécules. Pour illustrer ceci, considérons une solution dans laquelle les concentrations de chaque espèce chimique n'évoluent plus. Elles restent constantes au fil du temps. Notre premier réflexe serait de conclure qu'il n'y a plus de réaction chimique, mais c'est en fait une conclusion macroscopique. La seule chose que l'on puisse rigoureusement déduire, c'est que les réactions dans un sens compensent les réactions dans l'autre. On peut donc avoir une réalité microscopique très dynamique, avec des milliards de réactions par seconde, et une réalité macroscopique au niveau des populations de molécules beaucoup plus statique. C'est également en se plaçant à l'échelle macroscopique des populations de molécules qu'on va arriver à un second principe moteur. Là où notre premier principe s'exprimait lui à l'échelle microscopique des molécules isolées. Qui dit macroscopique dit émergence et statistique, et on devine le concept qui va intervenir ici, la notion d'entropie. C'est cette notion qui nous explique pourquoi à notre échelle les transformations ont une orientation, un sens spontané d'évolution temporelle. Je vous invite à consulter l'épisode en fiche ou en description si vous souhaitez creuser cette notion, mais pour l'épisode d'aujourd'hui, il vous suffit de savoir que l'entropie modélise entre autres la tendance des objets à se diffuser dans l'espace, et que cette tendance à la diffusion se généralise à notre espace abstrait des configurations. Pour illustrer ce point, on peut reprendre notre analogie mécanique. Considérons ce profil de colline et cette fois-ci toute une population de balles groupées dans un creux. Si on ajoute à ceci un peu de perturbation, de bruit sous forme d'une vibration, les balles vont progressivement se diffuser sur ce profil et se répartir en moyenne équitablement. Cette tendance reste partagée par nos atomes dans l'espace plus abstrait des configurations moléculaires. L'agitation au niveau des molécules aura tendance à amener ces populations d'atomes à explorer les possibilités d'assemblage moléculaire qui s'offrent à eux. Parfois, ces deux grands principes vont coopérer. Sur un profil comme celui-ci, par exemple, la tendance à se diffuser va aider à sortir des minima locaux et à trouver le puits global d'énergie potentielle pour y rester. N'oubliez pas ici que l'axe des abscisses représente toujours l'espace abstrait dont on a précédemment parlé. On commence donc avec une certaine variété moléculaire pour finir dans l'état où toutes nos molécules sont celles qui minimisent l'énergie potentielle. C'est le cas intuitif de réactions exothermiques où de l'énergie a été rendue à l'environnement au cours de la transformation. Il est facile de modifier cet exemple pour avoir un cas où nos deux principes vont s'opposer. On le comprend bien en considérant un profil d'énergie potentielle moins marqué comme ici. Dans notre état initial, on part cette fois-ci d'une population de molécules étant chacune celle qui minimise l'énergie potentielle. Mais dans un profil aussi peu marqué, on sent bien que la tendance à la diffusion peut sortir de cet état pour obtenir celui-ci. Un état d'équilibre où on trouvera toujours quelques molécules différentes de celles minimisant l'énergie potentielle. Dans cet état, il y a encore constamment des transformations de certaines molécules en d'autres, parfois dans le sens qui réduit l'énergie potentielle, et parfois dans le sens inverse. Comme il est plus probable de réussir à descendre qu'à remonter, un compromis se trouve lorsque les populations de molécules ont la bonne taille pour équilibrer statistiquement les échanges. Dans l'état initial, tout se trouvait au minimum, mais le tout va évoluer vers cet état d'équilibre où on trouve nos deux populations de molécules. Ce que vous voyez ici est donc un cas de réaction endothermique. Les molécules avaient dans leur ensemble au départ moins d'énergie potentielle qu'elles n'en ont dans leur ensemble à l'arrivée. De l'énergie aura donc dû être spontanément siphonnée de l'environnement pour y arriver. C'est le physicien et chimiste Josiah Willard Gibbs qui, dans la seconde moitié du XIXe siècle, a intégré pour la première fois le rôle de ces deux principes fondamentaux, la convergence vers un état d'énergie minimale et la tendance à la dispersion dans le paysage énergétique, au sein d'une même grandeur qui porte aujourd'hui son nom, l'enthalpie libre de Gibbs, notée grand G. Cette grandeur nous aide à déterminer si on peut passer spontanément d'un état à un autre. On réfléchit donc en termes de différence ΔG. Il est aussi plus naturel de réfléchir à température constante, c'est-à-dire de voir les cas endothermiques et exothermiques plutôt comme des échanges d'énergie avec l'environnement, dans un sens ou dans l'autre, que comme des variations de température. Sous cette condition, la variation d'enthalpie libre de Gibbs s'écrit comme la somme de la variation d'enthalpie et de la variation d'entropie multipliée par la température. En quelques lignes, on va révéler où se cachent ici nos deux principes moteurs.
La partie au nom mystique d'enthalpie est simplement définie comme la somme de la variation d'énergie ΔU et de la variation du produit pression-volume. Ce terme sert à prendre en compte le travail physique que peut réaliser une dilatation ou une contraction, comme au sein d'un piston, mais dans le cas de la chimie des solutions, pression et volume ne changent pas, on va donc se placer dans le cas où cette variation est nulle. La variation d'énergie totale peut à son tour être décomposée en deux termes, la variation d'énergie thermique et la variation d'énergie potentielle. Dans le contexte où on s'est placé, à température constante, on peut considérer la variation d'énergie thermique négligeable par rapport à l'autre terme, et on se retrouve essentiellement avec ces deux termes. La règle, c'est qu'une variation d'enthalpie libre de Gibbs est négative pour toute transformation spontanée. L'enthalpie libre de Gibbs diminue naturellement. On voit donc notre premier principe moteur dans le premier terme ΔU potentiel. Avoir moins d'énergie potentielle après qu'avant va dans le sens d'une diminution de G et donc de la spontanéité. L'autre terme modélise notre second principe moteur. Avoir davantage de diffusion et donc d'entropie après qu'avant va aussi dans le sens d'une diminution de G étant donné le signe moins devant ce terme. Sous cette forme, on comprend bien que ΔG peut être négatif, et donc la réaction spontanée, même si le premier terme est positif. Il suffit que le second terme soit suffisamment négatif. La présence de la variable T, la température, est facile à interpréter. Plus celle-ci sera élevée, plus par définition l'agitation moléculaire sera grande, et plus c'est la tendance à la diffusion qui prendra le dessus sur la tendance à vouloir atteindre les états d'énergie minimale. En résumé, l'enthalpie libre de Gibbs se comporte comme une énergie potentielle pour les transformations chimiques, en réunissant nos deux principes moteurs. Elle permet de dire quand le passage d'un état à un autre peut spontanément se produire lorsque celle-ci diminue. Ceci nous dit quand, mais pas à quelle vitesse, car la vitesse d'une réaction est une question de trajet et non simplement une question d'états initiaux et finaux. Là encore, on peut reprendre notre analogie mécanique avec notre balle. La durée pour passer de l'état initial à l'état final va davantage dépendre du relief entre les deux que du dénivelé seul. Ce dernier schéma, en bas à droite, est particulièrement pertinent en chimie. Mécaniquement, il nous semble impossible ici pour notre balle d'atteindre le point le plus bas. Mais dans le cas des réactions chimiques, on réfléchit toujours, comme on l'a vu, au niveau des populations et avec une sorte de perturbation ambiante. Et dans ce contexte, toute bosse intermédiaire de ce genre finira par être franchie, lorsque par hasard un pic d'énergie donnera l'impulsion nécessaire à des molécules pour passer l'obstacle. Mais plus cet obstacle est haut, moins ceci se produira souvent et donc plus la réaction sera lente. On parle ici d'énergie d'activation d'une réaction. On peut noter au passage en quoi la température, cette mesure de l'agitation moléculaire, va influencer la vitesse réactionnelle. Un niveau d'agitation plus intense permettra de franchir par hasard plus souvent ce genre d'obstacle. C'est sur ce plan qu'agissent les catalyseurs dont les enzymes qu'on avait croisés dans l'épisode sur les nanomachines du vivant sont un cas particulier. Ces enzymes et les catalyseurs en général offrent des chemins réactionnels alternatifs. On comprend mieux ceci en représentant l'espace des configurations et son paysage d'énergie potentielle avec deux dimensions. Sans catalyseur ou enzyme, le chemin réactionnel est comme condamné à devoir passer par un maximum local. Avec catalyseur, des chemins réactionnels alternatifs s'ouvrent, permettant d'éviter ces sommets en les contournant. Lorsqu'on s'intéresse à la vitesse des réactions chimiques et à l'évolution dans le temps des concentrations, on rentre dans le domaine de la cinétique chimique. Un cas fascinant de cinétique chimique est la réaction de Briggs-Rauscher dont on a parlé dans l'épisode précédent, une solution dont les concentrations et la couleur oscillent périodiquement. Si vous désirez poursuivre cet épisode avec une étude de ce cas fascinant, je vous invite à cliquer sur la fiche ou le lien en description. Cet épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Vous pouvez soutenir la chaîne sur Tipeee ou, selon ma formule consacrée, en partageant les épisodes qui vous plaisent aux personnes à qui ils peuvent plaire.